Nous avons le plaisir d'accueillir Patrick Cabanel, que vous connaissez tous. Il est d'ailleurs un des habitués des mercredis du musée depuis quelques années. Mais cette année, il a à nous présenter un sujet nouveau qu'il a travaillé tout spécialement pour cette conférence et qui a donné lieu d'ailleurs à un ouvrage que vous pourrez vous procurer à la sortie. Du moins, l'ouvrage est une des matrices de la conférence, mais la conférence elle-même est tout à fait originale. Patrick travaille depuis toujours, on va dire, sur l'histoire des minorités en général, et plus précisément l'histoire du protestantisme français. Il a publié là la somme que vous connaissez sans doute, l'histoire des protestants en France du XVIe au XXIe siècle, en 2012. Et il travaille avec André Ancrevet au grand dictionnaire biographique des protestants français de 1787, de l'édit dit de tolérance jusqu'à nos jours, et qui en est au tome 3 en cours. Non, oui, le 2 est sorti, le 3 est en cours, il sort. En 2022. Là, il est en gestation. On l'a terminé en 2 ans, en dépit des monos. Et des Quéclin, oui. Voilà. Oui. Enfin, l'accouchement est proche, donc voilà. On accélère. On. La vie est trop courte pour passer 5 ans sur un tome, on est passé à 2 ans par tome. En 2026, c'est terminé. Donc ceux qui ne seraient pas convertis, qui voudraient être dans le dictionnaire, en encore quelques mois, selon leurs lettres, si vous appelez Zuber, vous avez encore 5 ans. Et si vous appelez Maillet, je ne sais pas, c'est dans les semaines qui viennent. Oui. Très bien. Pardon. Voilà, mais donc ça c'est son rayon le plus ample, l'histoire des protestants en France, mais il a toute une série de diverticules, si on peut dire, avec l'histoire des Cévennes, l'histoire du refuge, et en particulier du refuge durant la Deuxième Guerre mondiale, le refuge du Chambon en particulier. Il a aussi un diverticule vaudois avec la publication du journal de Alexis Muston, l'historien des Vaudois, historien des Vaudois au XIXe siècle. Et là, il sort un Alexis Muston, le Michelet des Alpes, c'est un beau titre, aux éditions Ampélos. Donc voilà, ça c'est le pavé. Et je dois aussi, et donc vous pourrez vous le procurer à la fin de la conférence avec dédicace de l'auteur. Et un autre ouvrage, alors beaucoup plus léger, si on peut dire en poids, mais sur un sujet autre, qui est aussi un de ceux sur lesquels travaille Patrick, sur la mémoire juive et la minorité juive en France. Et là, il s'agit le titre, c'est Les pommiers juifs du Pandédis, et ce sont 2 conversation entre la mémoire huguenote des Cévennes et la mémoire du refuge contemporain juif. Donc aussi, ce petit livre, vous pourrez aussi vous le procurer. Ça vous donnera aussi un air de Patrick sans avoir le poids, mais c'est autre chose. Hein. Ce sont deux thèmes différents. Qui en réalité ont beaucoup de correspondances entre eux. En tout cas, ces correspondances, c'est celles que Patrick va nous présenter maintenant avec Vaudois du Piémont, Cévenol huguenot, les affinités électives. Je laisse la parole à Patrick. Merci Marianne. C'est dommage, il fait beau. Pourquoi on est dedans? En fait, ceux qui sont punis, c'est ceux qui sont dedans, d'après moi. Vous entendez là-bas au fond, dehors? Il y a du son? Bon, c'est bien. Ok. Bon, il fait beau, c'est dommage.
C'est dommage, quoi. Oui, ils n'ont pas d'image. Ah oui, ils sont face à un mur, d'une certaine façon. Non, une porte. Marianne, souviens-toi du tricentenaire de la guerre des Camisards, 2002, au Pont de Montvert, dans l'écomusée du Mont-Lozère. La salle était bourrée, mais alors bourrée de chez bourrée. Il y a eu d'ailleurs quelqu'un qui s'est évanoui. Et on a dû refuser du monde. Et donc, il y avait des gens, j'étais allé les rejoindre à un moment, qui étaient en bas, dans une sorte de sous-sol, sur des gradins de ciment dur, face à un mur dur, uniquement pour écouter. Là, vous savez que les gens sont vraiment venus pour le sens et pas pour l'image. Et là, on sait qu'on est au cœur du protestantisme. Quand vous avez le sens et le son et pas l'image. Voilà. Alors, moi, j'aime pas mais que faire. Il fait beau en ce moment, c'est dommage. Je signerai dehors. Je viendrai jusqu'à vous signer. Ce sera une signature ambulatoire, comme on dit à l'hôpital. Je ne sais pas si c'est bon, d'ailleurs, comme image. Oui, merci, Marianne. Marianne, je peux présenter notre livre ? Parce que l'année dernière, je vous ai parlé d'un livre que j'écrivais. C'est un livre qui est peu diffusé en librairie. C'est l'histoire de la cause. L'histoire des Durleman. Alors, il y a quand même quelques vraies bonnes librairies, je ne sais pas, les librairies Calvin, par hasard. L'Eau Vive, au Chambon-sur-Lignon, tout à fait par hasard aussi, qui ont ce livre, l'histoire de la cause. Et vous savez, j'en avais parlé l'année dernière. Il y en a qui étaient là l'année dernière ? J'étais en train de l'écrire, le livre. Il y a un chapitre central, pour ce qui nous intéresse ici, sur la contribution de la cause, non pas à l'évangélisation de la France, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais à la construction de la mémoire huguenote française. C'est la grande époque de l'entre-deux-guerres, au moment où le musée du désert est aussi maison d'édition, voilà. Et il y a une sorte de, comment dirais-je, de fraternelle concurrence et complémentarité entre la cause qui porte le nom du XVIe siècle, voilà. Je vous le signale, ce livre, je vais le dire quand même, Je vais dire quelque chose, pour vous inviter à l'acheter. Mais j'ai donné mes droits d'auteur, modestes, mais existants tout de même, je les ai donnés aux orphelinats de la cause à Madagascar. Ça veut dire que si vous achetez ce livre, vous faites quelque chose de bon pour, je ne sais pas, la cause, la librairie Calvin qui est là, pour vos loisirs pluvieux de cet été pourri en Cévennes, mais aussi pour ce pays Madagascar dont vous savez que la fin est en train d'y revenir. Voilà, très bien. Et puis, dont tu as montré le petit berlingot, c'est acidulé, vous voyez je crois que, je ne sais pas si Yann, il y a un rituel. Chaque année, j'appelle Yann Cruvelier, il n'est jamais là. Mais je crois l'avoir aperçu, Yann. Il est là. Tu es là, Yann ? Voilà, donc ça, c'est un tout petit livre où il est pommiers juifs du pain de 10. Vous connaissez le pain de 10 ? C'est un col avec un restaurant qui s'appelle le Rayol. C'est un restaurant, c'est pas Nouvelle Cuisine, vous voyez ? C'est pas Bras à l'Aïol, c'est beaucoup moins cher que Bras, et vous mangez 10 fois plus que chez Bras. C'est-à-dire c'est du sanglier, voilà. Et c'est l'histoire, d'un mot, parce que c'est une très belle histoire, c'est l'histoire on en a déjà beaucoup parlé, cette famille, la famille Fogiel, les parents, une fillette qui est morte à Auschwitz, gazée, et puis 3 garçons qui ont survécu, qui étaient des adolescents. Ils ont pris en ferme une grosse propriété abandonnée de la vallée longue, Saint-Michel-de-Dez, qui appartenait à un hôtelier de Florac, protestant, roux. L'hôtel central Florac. Et ce qui m'a fasciné, c'est qu'à l'automne 41, ils n'ont rien trouvé de mieux que de planter 100 pommiers dans un grand pré en bordure d'un ruisseau. Voilà. Et ils ont été raflés le 26 août 42, comme tous les juifs de la zone sud ou presque. Et les 4 hommes ont survécu, tellement ils étaient dans une forme olympique du fait d'avoir travaillé en Cévennes. Ils ont survécu, sont allés s'installer en Israël. Et j'ai rencontré la fille de l'un d'eux, qui est productrice de cinéma à Paris. C'est elle qui a acheté les droits de la série Thérapie en Israël, que vous connaissez. C'est ça devient, tu vois, quand tu parles de musique désert, tu sais qu'il y a un niveau culturel qui font qu'ils ont vu Thérapie, pas encore Camelot de Lionel Astier, très lié avec l'histoire du musée du désert, mais ils n'ont pas vu Camelot, mais ils ont vu Thérapie, et peut-être La Douleur, le film d'Emmanuel Finkiel, La Douleur de Marie Duras. Il a été produit par elle s'appelle Yaël Fogiel. Voilà. Alors, Vaudois, et ça y est, je commence. C'est bon. Il y a quelques annonces. On m'a signalé aussi, vous savez que sur le pas des Huguenots et des Vaudois, donc vous pouvez aujourd'hui partir de la Grande Motte et aller jusqu'au fin fond, je ne sais pas, de la Poméranie, via le musée du désert, les Hautes-Cévennes, la Drôme, la Suisse, etc. Et c'est Henri Buisset, que vous connaissez, l'histoire des premiers camisards, qui s'occupe de cette partie gardoise du chemin. Voilà, Vaudois et Cévenol. Tu as employé un mot que je cherchais depuis des années, Marianne, le mot de correspondance. Vous savez, le fameux, c'est le truc de Rimbaud, je crois, les correspondances, voilà. L'idée, c'est le mot, les mots de cette conférence, c'est correspondance,
Métaphore et affinité élective. Dans le résumé, j'avais parlé d'Israël métaphorique, et je voudrais vous dire pourquoi j'en suis venu au Vaudois et à Alexis Muston. Qui connaît, on va faire un test, trichez pas, hein. Qui connaissait avant ce soir le pasteur et historien Alexis Muston? J'offre un livre à... non, ça, il ne faut pas jouer à ça. J'offre un livre à qui connaissait Alexis Muston. Ouais, ils sont deux, non, ça fait trop, trois. Tricheurs, il y a des gens qui trichent. Marc, tu triches. Voilà. Alexis Muston. Et Alexis Muston, il avait publié en 1851 un livre que je n'avais pas lu à l'époque, mais dont le titre m'avait fasciné à vie. Un livre de 2000 pages, l'histoire des Vaudois. Mais des Vaudois aussi bien français. Il y a le Luberon, hein, le Lourmarin, voilà, que les Vaudois, effectivement, Torre Pellicce. Et ce livre de 2000 pages avait un surtitre. Je veux dire, c'est plus fort que du Rimbaud, c'est plus fort que du René Char. L'Israël des Alpes. Voilà. Rien que dans ce titre un peu incompréhensible, un peu excessif, rien que dans ce titre, ce choc-là, qu'est-ce que c'est que l'Israël des Alpes? À ce propos, vous voyez, il y a des gens qui ne comprennent pas. J'ai écrit un petit bouquin qui s'appelle Cévennes, un jardin d'Israël. L'année dernière, au marché de Florac, grosse affluence. Une dame passe, l'air un peu, j'ai pensé trop tard, un peu France Insoumise. Elle passe, elle dit, c'est quoi ça, Jardin d'Israël? Je commence à lui dire un mot, elle dit, non, ça ne m'intéresse pas. Elle a cru que c'était un livre sioniste, vous voyez, un livre... j'ai compris après coup, quoi. Or, le Jardin d'Israël, c'est pas un livre sioniste. C'est simplement l'inculture, mais qui est la chose la plus partagée en France, l'inculture du français moyen, même cultivé, à l'égard de tout ce qui est, je dirais... notamment de tout ce qui est dans la culture protestante. Maintenant, j'ai compris depuis 3 ou 4 ans, pas plus, Marianne, que aucun type, même à Bac plus 10, ne peut savoir que le musée du désert, ça renvoie... Est-ce que vous savez que personne ne peut savoir ce que c'est que le musée du désert? Le 5e du désert, oui, mais pas le musée du désert. Il y a comme ça des références, ce fameux patois de Canaan. Alors ceux qui connaissent le patois de Canaan, c'est encore plus rare. Ce patois de Canaan que parlait Muston, l'Israël des Alpes. Et alors, le livre de 1851, et j'ai cherché, parce qu'il me semblait l'avoir lu à propos des Cévennes. Alors j'ai cherché pour vous, hein. Comme le dit Marianne, j'ai préparé pendant des mois cette conférence. Je chausse... Non, ne ris pas, s'il vous plaît, dans la salle. Je chausse mes lunettes pour dire que quelqu'un qui est très lié aux musées du désert, le pasteur Marcel Verseil, qui avait édité des complaintes du désert. En les publiant, ce livre de complaintes, aux presses du musée du désert, en Cévennes, en 1932, saluait, je cite l'introduction, c'est beau quand même, je cite, la vie rustique et la solide piété de l'Israël de nos Cévennes. Vous voyez, donc, voilà, Israël des Alpes, Israël de nos Cévennes. Bon, après je me suis demandé si mon titre, Cévennes, un jardin d'Israël, c'était pas un plagiat involontaire de Muston. Mais finalement, et il faut quand même rendre, non pas à César, mais à Napoléon, ce qui est à Napoléon. Napoléon payera, bien sûr. C'était pour voir s'ils suivaient, je vois qu'ils suivent quand même. Napoléon payera dans son livre fondamental, L'histoire des passeurs du désert, qui date de 1842, publié chez l'éditeur suisse installé à Paris, qui était aussi le premier éditeur du bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme français, le Suisse Marc Duclou. Il avait aussi publié chez un Dromois qui était né Aurel, et que ses parents avaient appelé Marc Aurel. Ben oui, c'est sérieux, hein. Marc Aurel. Voilà, et dans les prédicants, dans les passeurs du désert, il présente les Cévennes. Je vous cite ces quelques phrases que j'ai recopiées pour vous. C'est le foyer de la résistance, l'orageux berceau des pasteurs du désert, et pour parler comme eux, le territoire sacré d'Israël. Il continue, les Camisards semblent surtout une colonie d'Israël. Leur Dieu, c'est Jéhovah, leur temple, Sion, leur camp, le camp de l'Éternel, leur peuple, les enfants de Dieu, l'Église catholique, Babylone, ses prêtres, les prêtres de Baal. Vous voyez le patois de Canaan, voilà. Donc, d'une certaine façon, au départ, il y a Peyrat, ensuite il y a Muston, et Peyrat et Muston étaient d'ailleurs deux pasteurs historiens, poètes. Ils ont publié l'un et l'autre des milliers de vers. Et tous les deux, les filleuls, si vous voulez, les petits frères, les frères cadets du géant Michelet.
et Michelet, vous le savez, rend dans son Histoire de France, il a des pages magnifiques, aussi bien sur les Vaudois, sur le massacre des Vaudois, y compris des vallées italiennes, que bien sûr sur les Camisards. Voilà ce que je voulais dire à propos de l'idée, cet Israël des Alpes. Et avant de... je vous ai pris quelques titres. Avant de publier l'Israël des Alpes, Muston, Alexis Muston, ce pasteur poète historien, l'avait, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas compris, il l'avait découpé en tranches, et pendant 2 ans, il a publié des fascicules qui réunis ont fait le livre de 2000 pages. Et je voudrais vous citer, et là ce serait d'ailleurs un truc d'école biblique, ou d'école du dimanche. Est-ce que, moi je sais pas répondre. Vous voyez, je vous cite des titres de ces fascicules, et vous allez me dire à quel titre, à quel livre de la Bible, de l'Ancien Testament bien sûr, ça renvoie. Siloé des Alpes, ou source vive de la grâce jaillissante dans l'Église vaudoise depuis les premiers siècles jusqu'à la Réformation. Le deuxième titre, c'est les parfums de l'hysope. Je ne sais pas ce que c'est que l'hysope. J'aurais pu préparer ma conférence et chercher ce qu'est l'hysope. Je vois qu'il y a des gens qui savent. Plutôt des femmes que des hommes, d'ailleurs. Hein. Mais bon, chacun sait combien les femmes sont, vous le savez, plus cultivées que les hommes. Ensuite, les lys d'Israël abattus par l'orage. Histoire de l'établissement des progrès de l'extinction violente des églises vaudoises et réformées dans la province de Salus et dans la plaine du Piémont. Un très beau titre dont je redirai un mot, les Pâques piémontaises, je reviendrai. Le bras de Dieu dans la persécution, et puis, attention, là j'avais cherché, j'ai trouvé, et puis j'ai un peu oublié depuis, les Néhémites, ou l'expulsion, l'exil et le retour des Vaudois dans leur patrie de 1686 à 1690. Vous avez vu les dates. C'est évidemment la même chronologie que la révocation et le refuge pour les protestants français. Ismaël au désert, ou cruelle expulsion des habitants des vallées vaudoises en 1698, avec le tableau des colonies qu'ils allèrent fonder en Allemagne dans les pays dépeuplés par la guerre de 30 ans. On aimait les titres longs à l'époque. Hein. Et enfin, j'ai gardé, c'est peut-être le meilleur, je ne sais pas, la Gossin opprimée. Alors pas Gossin, c'est un nom de famille et Sévenol, hein, Gossin, G-A-U-2-S-E-N. Mais là, c'est la Gossin avec un O, la Gossin opprimée, histoire jusqu'ici inconnue des églises vaudoises, du Prajla, depuis les temps les plus anciens jusqu'à leur extinction. Voilà, donc Peyrat, Muston, ces fascicules, il y a là, vous l'avez compris, un bel exemple de patois de Canaan, je dirais d'emprunt judaïsant, de mimétisme judaïsant, d'affinité, j'aime beaucoup ce mot, vous le savez, d'affinité avec l'ancien, non pas tellement avec les juifs du temps, mais avec les juifs de papier, les juifs scripturaires, les juifs de l'Ancien Testament. Mais en même temps, et je sais que il ne faudra pas être trop long, tu me sers un peu d'eau s'il te plaît, voilà. Ça va tout le monde, ça va? Il fait très chaud dans la salle. Hein. Ceux qui sont dehors ont beaucoup de chance, mais tous ne voient pas, n'ont pas le privilège de voir le conférencier dans ses œuvres. Oui, je dis que ces affinités entre protestants et juifs, c'est plutôt des affinités entre protestants réels, persécutés du XVIe, XVIIe, XVIIIe, vaudois ou huguenots, et les juifs métaphoriques, les hébreux de l'Ancien Testament. Mais ce sont aussi des affinités, je dirais, immédiates, concrètes, réelles. Vous savez peut-être, on le sait très mal en France, hein, vous savez peut-être qu'en 1848, le jeune État qui allait faire l'unité italienne, l'État du Piémont, a donné en même temps l'égalité des droits à ces deux minorités religieuses historiques, c'est-à-dire les Vaudois, devenus protestants, et les Juifs. Ça s'est fait en même temps. Et d'une certaine manière, c'est la même histoire en France. Hein. En France, il y a 1 an d'avance des protestants, 89 sur les juifs 90, mais c'est l'idée que ces deux minorités-là, il faut, soit on les persécute en même temps, soit on les libère, on les légitime, on les légalise en même temps. Et le statut de 1848, le 17 février 48, qui est toujours fêté par les Vaudois, hein, j'ai eu le privilège d'y assister, ça pourrait être une idée d'ailleurs pour ici, tous les 17 février, ils font des feux de joie dans la montagne. Alors j'ai vu ça, mais c'est très impressionnant. C'est des bûchers qui font plusieurs mètres de haut. Il faut s'éloigner de plusieurs mètres tellement ça brûle. Et ils fêtent ce statut. Et donc là, l'histoire juive du Piémont, Turin, et l'histoire vaudoise protestante du Piémont, elle est absolument, c'est la même chronologie, le même parallèle. Hein. Et de même, sous le fascisme, ça n'est pris évidemment aux Juifs, tardivement par rapport à ce qu'ont fait les nazis. Les protestants ont eu des formes de crainte. Il y a eu un antiprotestantisme
nationalisme sur le modèle antisémite. Et je ne sais pas si vous le savez, mais les vallées vaudoises, ces vallées magnifiques. Écoutez, c'est le seul endroit que j'ai trouvé plus beau que les Cévennes, le Chambon-sur-Lignon et l'Aubrac réunis. C'est les vallées vaudoises. Si vous avez vu la vallée d'Angrogne, la vallée de Bobbio-Pellice, je le dis souvent, c'est les Cévennes, c'est aussi beau que les Cévennes, sauf qu'au-dessus de la Châtaigneraie et des toits de Loz, vous n'avez pas, avec tout le respect que j'ai pour lui, l'Égoal qui culmine à 1560, le Montbougès à 1420, vous avez du 3000 mètres. Avec des neiges, le Viseau, etc. C'est extraordinaire. Vous prenez ce qu'a fait Muston quand il est parti, vous prenez la route d'exil, vous passez par le col de la Croix, 2000 mètres. Le col. Et c'est l'endroit le plus... Voilà. Et si vous voulez, c'est ça. Les vallées vaudoises, je vous donne une définition gratuite. Il faut toujours donner une définition, je suis prof. Les vallées vaudoises, c'est les Cévennes avec le mont Viseau. C'est les Cévennes avec les neiges de 3000 mètres. Et c'est d'une beauté absolue. Voilà. Et donc, ces vallées vaudoises ont été... Il y avait même une dame qui ensuite a été... je crois que son nom, c'est Bonafede, ça ne s'invente pas. Elle a été patronne, je crois, de l'église vaudoise italienne, la Table vaudoise. Elle avait fait son mémoire de théologie sur le sauvetage des Juifs de Turin par les protestants des vallées vaudoises. C'est la même histoire. Hein. Et vous vous souvenez sans doute de l'orateur le plus bavard, bien plus que moi. L'orateur que ni Denis, ni tes parents à l'époque, je crois, ils vivaient encore, n'ont pu arrêter. Il a aujourd'hui près de 90 ans. J'ai nommé le pasteur Giorgio Tourne. Ça vous dit quelque chose? À qui, avec beaucoup d'imprudence, Denis, Marianne et leurs parents avaient donné le soin de prononcer le petit truc d'envoi, là. Et l'envoi, c'est 5 minutes. Sauf que Giorgio Tourne, il a fait 45 minutes. C'était splendide, tu te souviens? Et chaque fois qu'il baissait la voix et que les Carbonniers, en particulier, l'ensemble de l'Assemblée qui voulait rentrer en Lozère, 1 heure de route par la Corniche, soufflait, ça repartait. Et Giorgio Tourne, vous savez, c'est un historien vaudois, c'est un romancier, c'est un grand pasteur, petit par la taille, mais grand par l'œuvre. C'est lui qui a inventé l'expression de peuple-église, hein, pour définir les Vaudois. Tourne, ses parents, il s'en est jamais vanté d'ailleurs, mais ça c'est tellement protestant si vous voulez. Ses parents ont accueilli des Juifs. Il a raconté finalement, je crois qu'ils avaient gardé... ah non, il y avait quelqu'un de la famille, vous savez, c'est une histoire sévenole, quelqu'un des Tournes qui était parti comme petite domestique chez de la grande bourgeoisie juive de Turin. Et donc, ensuite, les patrons sont arrivés avec leurs meubles de luxe, se cacher chez les Tournes. Voilà, donc, vous voyez les éléments d'histoire qui sont pas seulement, je dirais, métaphoriques, mais dans la réalité, et finalement vous commencez à le comprendre, l'histoire vaudoise est très proche de l'histoire huguenote française, mais ça peut se dire aussi dans l'autre sens, j'insiste pas. Voilà, ce sur quoi je voudrais insister, tout de même, au cas où il y aurait quelqu'un dans la salle, j'ai enfin trouvé, et c'est plus haut, quelqu'un qui dans la salle se demanderait pourquoi le musée du désert s'appelle musée du désert, pourquoi il y a le désert. Eh bien j'ai trouvé, parce que je prépare un livre sur la question, Marianne le sait, j'ai trouvé une phrase de Puot le jour de l'inauguration du musée du désert. Nous étions le 24, je crois, septembre 1911. Et voici ce qu'il dit. Écoutez bien, ça fait 2 phrases. Hein. Lorsque le peuple d'Israël, libéré de la servitude d'Égypte, voulut gagner la terre promise, il dut traverser le désert, espace immense, mortel dans sa solitude, terre assoiffée sous un ciel de feu, et cette traversée dura 40 années. Au lendemain de la révocation de l'édit de Nantes, nos ancêtres entrèrent eux aussi dans un désert, mais pour que l'aurore de la liberté se levât sur la terre promise, il dut attendre un siècle de douleur et de misère, désert moral au sein même de la patrie. Voilà. Et j'étais content de trouver cette phrase de Puot parce que finalement, elle explique, je veux dire, au moment même de la naissance du musée, elle explique cet emprunt du désert donc à l'histoire des Hébreux et en l'appliquant désormais à l'histoire protestante française. Voilà. Alors, je vais en terminer avec ma première partie. Ça va, hein? Voilà, ok. Merci. Je vois qu'il y a des groupies dans la salle, il faut m'encourager. Hein. Quand je dis j'en ai presque fini, il faut dire non, on s'en lasse pas, ça fait du bien pour l'orateur, hein, n'est-ce pas? Vous le savez. Oui, je voudrais maintenant insister sur le titre que je donne à la conférence, des affinités lectives. Bon, c'est un concept poétique, vous le savez, c'est Goethe. Concept amoureux aussi. C'est aussi un concept de sociologie. Hein, et oui, bien sûr, les deux Allemands protestants, célébrissimes, qui ont donné le titre de noblesse à l'expression d'affinité lective, l'un c'est le poète Goethe, et l'autre c'est le sociologue Max Weber.
les fameuses affinités électives entre, on peut le dire, oui, entre, vous savez, si Jean-Luc Mélenchon était là, je ne le dirais pas, Jean-Luc qui a toutes les voix de Saint-Martin-de-Boubeau, la commune camisarde par excellence, ces affinités électives entre le protestantisme, entre l'éthique, c'est ça, hein, protestante, attendez, et l'esprit du capitalisme, c'est ça le titre, hein, voilà. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus subtil que de dire le protestantisme a inventé le capitalisme. C'est pas une relation de causalité, c'est une relation peut-être de proximité, de gémilité, très difficile, très subtile. Les affinités électives. Hein, dans les affinités électives, vous êtes pas, c'est pas l'un qui fait l'autre, mais c'est peut-être l'un qui est à côté de l'autre. Hein, voilà. Et là, je voudrais, moi, ce concept d'affinité élective, je voudrais le faire fonctionner avec une série de minorités. Je vais donner plusieurs exemples. Et rassurez-vous, je vais dire un mot des Juifs, bien sûr. Je vais ensuite parler pendant 2 heures des Vaudois. Mais entre le mot des Juifs et les 2 heures sur les Vaudois, craquez pas, ça sera plus rapide. Je vais dire un mot d'autres minorités et qui touchent, vous le verrez, directement aux Cévennes. Voilà. Alors, les affinités entre Huguenots et Juifs, j'en ai assez parlé. Est-ce que je voudrais vous dire, je m'en suis aperçu, que le département, en 1897, 18, 19, 1900, 1902, le département le plus dreyfusard de France, c'est-à-dire celui où par rapport à la population il y a le plus de militants, de gens qui signent des pétitions, c'est pas la Seine avec ces rafales d'intellectuels distingués avec l'école alsacienne, le collège de France, tout ce que vous voudrez, Gabriel Monod, les autres, c'est le Gard. Et c'est même pas Nîmes, n'allez pas croire que ce soit Nîmes ou Alès. C'est Lédignan, c'est Saint-Jean-du-Gard, c'est pour toi ça. Mais c'est vrai en plus, c'est Andu, c'est Mialet, etc. Il y a une section, il faut le dire, il y a une section de la Ligue des droits de l'homme à Saint-Andéol de Clergemort. Non, faites pas semblant de connaître. De toute façon, j'offre pas le livre, c'est pas la peine. Qui connaît Saint-Andéol de Clergemort ? Ah, c'est bien, qui a changé de nom, je crois, maintenant, ça s'appelle 20 ans aux Cévennes, où je crois que, non, ils sont mariés avec Saint-Maurice, non, Saint-Maurice, Saint-Bazin. Voilà, il y a une section de la Ligue des droits de l'homme à Saint-André-Clergemort, qui à l'époque faisait 120 habitants, bon, voilà. Et puis, je ne sais pas si vous l'avez, j'ai acheté Le Monde une fois cette année par hasard. Bon. Et quel hasard, il y avait un article sur l'hommage rendu par Jean Castex, notre Premier ministre, à Isieux, aux enfants d'Isieux, vous savez, le dimanche, il y a quelques jours de cela. Et voici ce qu'il dit. Et là, attention, je veux bien finalement l'offrir, peut-être le petit là, si quelqu'un sait de qui il s'agit dans la 3e référence que va citer Castex. Et là, je me suis dit, Castex a une culture protestante exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il y a sans doute un jeune normalien, fils de pasteur comme tous les normaliens, qui a dû lui écrire son discours. Il est à Isieux, il rend hommage aux gens, aux inconnus, les anonymes, les justes d'Isieux, les villages d'Isieux, de Brégnier-Cordon. Il dit, voilà, tout le monde connaît la colonie, tout le monde sait, tout le monde se tait à Isieux. Comme dans des milliers de villages en France, que ce soit, et là vous l'attendez tous, et ça manque pas, au Chambon-sur-Lignon, ou plus au sud, dans les Cévennes. Et là, c'est bien, parce que le Chambon-sur-Lignon, je le sers, je l'aime, mais la gloire planétaire du Chambon-sur-Lignon est un peu agaçante. Il y a aussi les Cévennes, et Castex a réparé les choses, ou plus au sud, dans les Cévennes, ou, et c'est là que j'offre le livre, si vous savez ce que ça dit, ou, si vous me dites quelle est l'origine du monsieur que je vais nommer. Attention, c'est au niveau d'un Premier ministre de France, quand même, hein. Tout le monde n'a pas la culture de Jean Castex. Nous sommes d'accord? C'est enregistré? Non, parce qu'il faudrait quand même pas. Pas sur YouTube ce soir, s'il vous plaît. Ou avance dans la maison créée par Joseph Fichera, ou Fizera, la population française, dans sa très grande majorité, se tait, etc., etc. Qui connaît Joseph Fichera? Eh bien, il avait fondé, c'est une histoire extraordinaire, il avait fondé dans la maison, dans l'école de Freinet, l'école du couple communiste laïque Freinet, Freinet à ce moment-là était en tôle. Comme communiste, Vichy l'avait mis en prison. Et les bâtiments de l'école Freinet, sur le devant, c'était à louer. Ils ont été loués par la MAS, Maison d'accueil chrétienne d'enfants, je crois. Et cette MAS était dirigée par un pasteur, juste parmi les nations, d'origine cévenole, Pierre-Charles Toureille. Ça vous dit quelque chose? Oui, Toureille. Hein? Et famille du député Pomaré, d'ailleurs, le député de Florac dans les années 30. Et puis par Joseph Fichera, également juste parmi les nations. Et Fichera, lui, c'était un immigré, c'était un Tchèque d'origine hussite.
protestants. Voilà. Et donc, vous voyez, on est dans ces affinités-là. Je voudrais le dire. Donc, il y a l'affinité entre huguenots et juifs. Il y a l'affinité entre les huguenots français et cette minorité tchèque. À l'époque, après 1920, c'est la Tchécoslovaquie. Cette minorité qui fait 2,35% de la population. Exactement à quelque chose près. Le même taux que le taux français de protestants. C'est un hasard statistique, bien sûr. Et vous savez que cette minorité tchèque, elle est très largement d'origine hussite. Vous savez, les frères de l'unité. Et ils ont la même histoire de minorité, de persécution, de défaite majeure, la montagne blanche, qui est l'équivalent de la révocation, si vous voulez, pour nous. Et il y a beaucoup de liens. Vous ne le savez peut-être pas, j'ai cité Touraille, Fichera. Évidemment, j'avais fait des conférences sur ça, à Nîmes et à Uzès. Et en général, il y a le descendant du type qui connaît mieux le type que moi. C'est toujours un moment pénible pour moi. Est-ce que vous connaissez... Là aussi, j'offre le livre. Hein. Mais vous avez vu, et non, c'est raté parce que Fichera, personne n'a trouvé. Je suis désolé. Est-ce que vous connaissez Ernest Denis? Oui. Ah, Ernest Denis. Monsieur connaît Ernest Denis? Non? Oui? Monsieur le descendant d'Ernest Denis? Il y a toujours son descendant dans mes conférences, mais pas jusqu'au musée du désert. Il est entre Uzès et Nîmes. Ernest Denis, vous savez, normalien, protestant, fasciné par les Camisards, et qui, à partir de 1870, a décidé qu'il donnerait toute son œuvre d'historien, toute sa vie, à l'histoire de la nationalité tchèque, qui à l'époque était une nationalité opprimée. Vous voyez comme ça fonctionne merveilleusement. Les Tchèques, c'est des Tchèques. Ce qui est dans leur identité historique, c'est le protestantisme, c'est Hus, bien sûr. Et ils sont opprimés sur le plan politique et national par l'Autriche. Mais l'Autriche, c'est par définition, je dirais, c'est l'État, par définition, qui incarne le catholicisme à l'époque. Donc, un empire multinational autoritaire catholique qui opprime une minorité issue de gens Hus, c'est explosif comme phénomène. Et c'est l'historien français Ernest Denis, le Gardois, qui est devenu leur historien national. Il avait des statues à Prague, et il avait, je le signale, j'ai déjà fait la conférence, je vais aller vite, une des gares de Prague, c'est longtemps appelée Denisiana quelque chose, en hommage. Alors, il y avait une gare de Prague qui s'appelait Wilson quelque chose, parce que Woodrow Wilson avait contribué à l'indépendance de la Tchécoslovaquie, et une autre gare, c'était Denis. Voilà. Et puis, les communistes, en 1948, ont estimé que ces bourgeois de l'Ouest, il fallait débaptiser les gares. La gare, malheureusement, était depuis détruite. Voilà. Et vous avez d'ailleurs une très jolie statue d'Ernest Denis. Si vous connaissez la Nîmes des Ferias, la Nîmes des Bodegas, la Nîmes andalouse, mais la Nîmes aussi huguenote, la petite place là dont j'ai oublié le nom, à côté du quai de la Fontaine, il y a une statue d'Ernest Denis. Oui, c'est Ernest Denis, c'est ça? Oui. Et à ses pieds, il y a la grande sœur française qui soutient la petite sœur tchèque. Et sur le flanc de la statue, il y a une sorte de petit socle et il y a dedans une poignée de terre qui avait été ramassée, comme si on l'a ramassé ici, sur le lieu de la Montagne Blanche. Vous voyez, voilà, un bel exemple d'affinité élective entre minorités. Et puis un autre exemple, c'est les affinités électives entre les huguenots français toujours et les, pardon pour la prononciation, les Covenanters. Et vous le savez bien, et si vous ne le savez pas, je suis heureux de le dire et de le redire, si Robert Louis Stevenson est venu dans les Cévennes, c'est parce que, alors il était de famille protestante classique, mais pas héritière des Covenanters. Les Covenanters sont à l'Écosse ce que les Camisards sont au Gard, voilà. C'est-à-dire des gens qui ont fait des guérillas, etc. Walter Scott a écrit des choses sur eux. Et il avait une petite domestique, Stevenson, qui s'est occupée de lui, qui a été sa maman de substitution, et qui, comme les domestiques des Cévennes, quoi, qui était parti à Glasgow, je ne sais plus où il était, Stevenson, et qui n'avait pas beaucoup de culture, mais qui était truffé de la mémoire orale de ses ancêtres directs Covenanters. Voilà. Et donc, il y a un lien évident, et vous savez ce que les Cévennes doivent à Stevenson, on peut le dire, hein. Ce que Stevenson doit aux Cévennes, ce que les Cévennes doivent à Stevenson. Et puis, là aussi, je vais faire le snob. Est-ce que vous connaissez dans la salle, attention, hein, question là, c'est question rouge, hein, c'est quasiment du Super Banco. Est-ce que vous connaissez dehors Samuel Smiles, le type qui a écrit un livre appelé Self-Help, qui a été le livre de chevet de tous les vous savez, les self-made men, de tous les patrons de la révolution industrielle, traduit même en persan, etc. Self-help, ça veut dire aide-toi, tout court. Et Samuel Smiles, qui était d'origine Covenanters, il a écrit un livre sur... il a été fasciné par la révolution industrielle britannique.
Il considérait que la Grande-Bretagne avait apporté à l'humanité la révolution industrielle, les chemins de fer, Stephenson, etc. Et il s'est décidé, il travaillait dans les chemins de fer, hein, il s'est décidé, dans ses loisirs, de faire des biographies des ingénieurs anglais, considérant que les ingénieurs sont en Angleterre, si vous voulez, ce que, je ne sais pas, Socrate, Platon, Lycurgue est à la Grèce antique, c'est-à-dire les pères de la nation. C'est très beau comme idée, de faire des ingénieurs les pères de la nation. Or, il s'est aperçu, totalement par hasard, qu'une série de ces ingénieurs, le livre en 3 volumes s'appelle, je prononce à la française, hein, Vie des ingénieurs. Il s'est aperçu qu'un nombre anormal d'entre eux étaient d'origine française huguenote. Donc, il a écrit un livre sur l'apport des huguenots au génie de la civilisation britannique. Et ensuite, il a écrit un livre sur ceux qui étaient restés en France, les huguenots, qui étaient traduits en français. Et il est venu en 1870, un peu avant la guerre, il est venu au musée du désert, au Massoubéran, et il est venu au pont de Montvert. Ah, ça classe quand même. Après, je sais plus, je l'ai écrit il y a quelques jours, j'ai déjà oublié, je sais plus s'il a fait l'ascension du Bougès, pour rendre hommage à Esprit Séguier, comme l'avait fait Napoléon Peyrat en 1837. Voilà. Et donc, vous voyez, le lien entre les Cévennes et les Covenanters me paraît réel. Alors, j'en viens maintenant, donc, aux Vaudois et aux Cévenols. Et c'est ma deuxième partie, mais après, vous savez, on peut arrêter quand on veut. Hein. Il fait de plus en plus beau, ça qui est terrible, quoi. Moi, je suis désolé, hein, j'envie ceux qui sont dehors. Je voudrais vous donner une série de symboles. J'ai mis ça en désordre. Ne ris pas, hein, Marianne, c'est très construit le plan. Oh ben oui. Mais le désordre fait partie de la construction. Ça, c'est quand même du grand art. Quand tu construis le désordre, ou que tu désordonnes la construction, c'est... Si. Si je vous dis... Attention, c'est une question pour Jean du Chambon-sur-Lignon. Attention. Si je vous dis d'où vient l'idée de créer au Chambon-sur-Lignon, en 1937, le célébrissime, maintenant disparu, Collège Cévenol, qui à l'époque s'appelait École Nouvelle Cévenol. Quelle est l'idée? Ah, monsieur a pris une longueur d'avance sur le petit livre là. Monsieur? Trocmé, mais qui? Quel Trocmé? Quel Trocmé? Lequel? Le prénom? Ah oui, attends, les livres, ça se gagne pas comme ça. Le prénom, monsieur? Le prénom? Putain, moi mais si vous croyez que ça s'écrit comme ça, un livre? Attends, ça c'est 6 mois de ma vie, monsieur. 6 mois. Ça, quelques soirées, quelques nuits. Comment? Non, il n'y a pas que les hommes dans la vie, c'est Magda. C'est l'italienne Magda Grilli di Cortone. Oui, c'est Magda. Voilà. Alors pourquoi Magda? Parce que Magda Trocmé, vous savez, Magda, italienne d'origine russe, tout à fait étonnant, qui rencontre Trocmé André, qui lui était fils d'un grand industriel du Nord, dont la mère était allemande. C'est pour ça que quand le couple Trocmé débarque au Chambon-sur-Lignon, ça surprend. Quand elle va se baigner, Magda Trocmé, dans les années 30, va se baigner dans le Lignon. Croyez-moi que, je dirais, la protestante classique du Chambon, la femme du passeur qui va se baigner, et dans des tenues un peu légères pour se baigner quand même, ça a fait jaser. Hein. Et lui avait dans son presbytère, il avait des reproductions de Léonard de Vinci. Et certains paroissiens ont cru qu'il y avait des nus, que c'était pas bien. Attention, au Chambon, c'est comme à Saint-Jean-d'Arpan. On rigole pas avec le corps nu et avec la baignade. Et Magda Trocmé a rencontré André, son mari, à New York. Elle y faisait un stage de je sais plus quoi, et lui était le précepteur particulier des Rockefeller. Et vous comprenez, quand ça débarque en 1934 au Chambon-sur-Lignon, il y a eu un gap, ça c'est pour parler anglais, un gap culturel, quoi. Mais finalement, il y a eu une symbiose extraordinaire. Et Magda, qui avait perdu sa maman, dont le papa s'était remarié avec une femme qui n'aimait pas la petite du premier Père Noces, Magda a été envoyée un été ou deux, je crois, passer 2 mois d'été dans le fameux collège vaudois, qui existe toujours, qui est un lycée privé relativement prestigieux, de Torre Pellice. Et puis, l'histoire raconte qu'elle a dit à André, qui avait 5 enfants, son collègue Edouard Theiss, qui lui avait 8 filles.
8 filles, 6 qu'il a envoyées en Amérique en 1940 et 2 qui sont restées dont une qui a reçu la médaille du Club Sévenol il n'y a pas longtemps. Il se disait, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ils étaient un certain nombre comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire quand nos enfants seront en âge de faire des études secondaires? Il n'y a pas de lycée. Au Jean Mentionnant, il y avait juste un cours complémentaire, comme si on était à Florac, au Saint-Étienne de la Française, vous voyez. Et les lycées les plus proches étaient déjà éloignés. Ou alors c'était le lycée Cateau à Yssingeaux, voilà. Et donc ils ont décidé de créer. En fait, elle n'aime pas que je le dise à la fille de Magda et d'André, là, Nelly, mon amie, 93 ans dans quelques jours, aux États-Unis. Mais en fait, ils ont créé le collège Sévenol d'abord pour eux, pour que la petite bourgeoisie pastorale et la bourgeoisie protestante, c'est presque un pléonasme, au Chambon et au Massoubeyran, ils l'ont créé pour eux, pour leur servir à eux. Et après, vous savez que l'histoire a voulu que arrivent des profs réfugiés, des réfugiés, etc. Voilà. Donc, Torre Pellicce, et elle dit à son mari, mais pourquoi tu ferais pas comme ce où moi j'ai été, un lycée à la campagne, c'est magnifique, j'ai de bons souvenirs, et ils ont créé. Voilà, c'est une première histoire. Deuxième histoire, j'ai vraiment, c'est des symboles, ça vous ce que ça vaut. En 1880, Jules Bonnet, ni moi, descendant de Camisards, de la Calmette, je ne savais pas qu'il y a eu des Camisards à la Calmette. Mais Jules Bonnet a un ancêtre qu'on avait surnommé au XVIIIe le Camisard. Et Jules Bonnet, qui était secrétaire de la Société d'histoire protestantiste, vient visiter la maison de Roland. Il n'y a pas encore de musée. Et il voit que la maison s'appauvrit. Enfin, vous connaissez toute l'histoire. Hein. La maison a été hypothéquée. La SHPF décide de l'acheter pour la sauver. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui dans ces murs. Et parmi les premiers souscripteurs, il y a Napoléon Peyrat, je vous le signale. Et puis, il y a un Vaudois. Alors, un Vaudois qui s'appelle... Vous me direz, il était banquier. Et il venait de faire un très gros héritage. Bon, mais voilà. Et il a donné 200 francs. Or, et à l'époque, celui qui a donné autant, il y avait un Américain d'origine huguenote et puis Monsieur de Chicler, je crois. Voilà, c'est tout. 200 francs hors de l'époque, c'est beaucoup. Il s'appelait Paolo May. Il était banquier. C'est un philanthrope. Il allait devenir quelques années après l'un des fondateurs de la Société d'histoire vaudoise, qui est l'équivalent de la SHPF. Et si vous saviez le système de musées qu'ils ont dans les vallées vaudoises, c'est magnifique. On pourrait en prendre exemple ici dans les Cévennes. C'est un réseau de musées, chacun à thème, c'est une merveille. Voilà, et puis, alors, vous me direz, mais pourquoi May a-t-il donné de l'argent pour acheter la maison de Roland? Il a écrit en souvenir, c'est beau quand même, mais c'est l'époque, en souvenir de l'antique fraternité des vallées du Piémont et des Cévennes, également arrosées du sang des martyrs. On ne parlerait plus comme ça, mais on parlait comme ça à l'époque. Alors, petite curiosité, ça m'a intrigué. Il venait de se marier, May, avec, elle s'appelait, j'ai son prénom, Émilie Gaufresse. Et Émilie Gaufresse, c'était la fille du pasteur sur lequel j'ai beaucoup travaillé, le pasteur Jules Gaufresse, membre du comité SHPF, qui était de Vergès et qui a été l'un des patrons de l'école laïque autour de Jules Ferry. C'est un ami intime de Félix Pécaud, de Buisson, etc. Voilà, vous voyez, ces étranges circulations de références. Voilà. D'autres symboles que je peux signaler? Si, des choses qui vont vous parler. J'ai présenté tout à l'heure le livre sur la cause, et pardon pour l'accent, je sais qu'il faut dire la cause, le livre sur la cause, et j'ai écrit dans ce livre, et la famille me l'a fait savoir fraternellement, j'ai écrit que Freddy Durleman, comme d'autres, comme Jules Steg et d'autres, c'est des gens qui disent nos pères, nos ancêtres ont été persécutés, mais les pères de Freddy Durleman, c'était des bons bourgeois suisses, ils n'ont jamais souffert sous Charles IX, sous Louis XIV ou Louis XV. Alors j'ai écrit ça avec beaucoup de tendresse pour les Durleman, d'autant que je crois qu'il y en a dans la salle, et donc je suis tendre avec eux, mais on m'a dit, attention, oui, Suisse, Durleman, Kaltenbach, oui, mais la maman, c'est bien la maman de Freddy, oui, la maman de Freddy était des vallées vaudoises. Et d'ailleurs, Freddy, jeune, à 16 ans, je crois que c'est peut-être là qu'il a prêché, si on peut dire pour la première fois, est allé voir la famille maternelle dans les vallées vaudoises, vous voyez. Et je crois que nous connaissons tous mal la relative ampleur, si on peut dire, de ces mariages entre Vaudois et Huguenots. Je vais en citer un deuxième exemple, après donc, rien moins que Freddy Durleman. Nous devons Freddy Durleman aux vallées vaudoises. Deuxième exemple qui touche directement le musée de désert. Vous connaissez tous les Marie Durand à la Tour de Constance, les tableaux de Jeanne Lombard.
qui était, est-ce que je peux le dire, c'était une très belle jeune femme, Jeanne Lombard. Alors qu'on la voit peindre ces vieilles huguenotes qui portent sur elle tout le malheur du monde, eh bien, vous savez, Jeanne Lombard, je dirais que la saga iconique, on peut le dire comme ça, de la mémoire protestante française, c'est Max Lénard et c'est Jeanne Lombard. Alors, Jeanne Lombard, fille de pasteur français et fille d'une vaudoise, des vallées vaudoises aussi. Hein. Troisième exemple qui touche directement aux Cévennes, la grande dynastie missionnaire. Vous savez qu'il y a beaucoup de Vaudois d'Italie, du Nord, qui ont été missionnaires du DEFAP actuel, de la Société des missions évangéliques de Paris. Les Gialla, et d'autres. Hein. Il y a une dynastie de pasteurs missionnaires vaudois qui ont servi la Société des missions évangéliques de Paris. Oui, c'est la dynastie des Bianchis. Bianchis, c'est le fondateur de la dynastie Bianchis, qui était libraire à Nîmes, c'est un Vaudois, immigré à Nîmes, hein, dans les années 1820, voilà. Et puis les Bianchis se sont mariés avec les Pelé, là-haut, la grande famille Pelé du Cos-Méjean, voilà. Et puis, j'en viens maintenant à, je crois que je regarde si j'en ai terminé avec mes symboles. Ah oui, je garderai pour la fin un très beau symbole, mais qui me ramènerait à l'histoire des Juifs, et des Huguenots, je veux vous éviter ça. J'essaierai d'en dire un mot en conclusion. Voilà, il y a aussi l'histoire. Je ne sais pas franchement si vous connaissez bien, moi je connais très mal, je le dis, hein, l'histoire, non pas l'histoire des Vaudois du Luberon, hein, qu'on connaît bien grâce à un historien français qui est un ami qui s'appelle Gabriel Audizio, hein, qui a fait les livres en français qui font autorité sur les Vaudois du Luberon et sur les Vaudois tout court. Mais les Vaudois donc de ces fameuses vallées d'Italie du Nord, là, de Torre Pellice et Angrogne, etc., aussi Prali, hein, je ne sais pas si vous connaissez Prali, c'est des temples qui sont à 1500 mètres d'altitude, hein, pour Prali ou Rodoré, où Muston avait commencé sa carrière. Cette histoire des Vaudois, je crois qu'elle est très mal connue en France, je pense qu'elle est très mal connue aussi en Italie. Si je vous dis Pâques piémontaises, l'expression que Musson a rendue célèbre, est-ce que ça vous dit quelque chose? Les Pâques piémontaises. C'est-à-dire, attendez, le livre il fait 550 pages, je ne peux pas l'offrir à quelqu'un qui sait vaguement que Trocmé est lié à Torre Pellice, ça ne suffit pas. Vous avez entendu parler des vêpres siciliennes, hein, c'est-à-dire voilà, des nuits de massacre. Eh bien, les Pâques piémontaises, c'est, Muston le dit sans insister lourdement, mais c'est un peu l'équivalent de Saint-Barthélemy, sauf que ce n'est pas en 1572, c'est en 1655. C'est beaucoup plus tard, et pour quelqu'un comme certains d'entre nous qui avons lu le livre là, de cet homme dont l'histoire a démenti le livre, vous savez, Norbert Elias, l'intellectuel juif allemand qui a dû quitter l'Allemagne nazie, qui avait écrit le livre sur le procès de civilisation, qui dit que chaque fois qu'on avance, le procès, c'est-à-dire le processus, l'humanité devient plus civilisée, on n'acceptera plus les tortures, puis on n'acceptera plus les exécutions publiques, puis on n'acceptera plus la mise à mort, voilà, la peine de mort. Bon, et là il y avait une sorte de, comment dirais-je, par rapport à la France, quasiment de retour en arrière dans la violence absolue, hein. Voilà, une sorte de nettoyage ethnique des vallées, 1655, les Pâques piémontaises. Et est-ce que vous connaissez, là quand même vous connaissez au moins deux noms, ce qu'on appelle la glorieuse rentrée? Ah, quand même, bon, voilà. Eh bien, la glorieuse rentrée, ça m'a frappé, je vais dire quelque chose de très naïf, de très 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 naïf. Le parallèle que j'ai découvert après avoir écrit le livre d'ailleurs. Bon, ce qui fait que ça a économisé quelques pages au livre. La glorieuse rentrée, c'est un phénomène dont Gabriel Audizio dit ça n'a pas d'exemple dans l'histoire de l'Europe. C'est-à-dire c'est l'histoire d'une minorité qui a été expulsée, mais vraiment expulsée, vidée, un peu comme les Morisques d'Espagne ou les Juifs d'Espagne, vidés des vallées vaudoises, et qui décident de revenir par la force. Donc ils préparent une sorte de corps expéditionnaire secrètement, parce qu'ils sont protégés par Genève, Berne, mais il ne faut pas non plus que Berne et Genève paraissent les protéger et les armer face à Louis XIV. Vous comprenez ce que c'est, Louis XIV? C'est comme si vous êtes, je sais pas, c'est comme si vous êtes l'Estonie face à la Russie actuelle.
Vous comprenez qu'il ne faut pas trop exaspérer le patron actuel de la Russie. Ben c'est ça. Berne, les messieurs de Berne, comme on dit, et Genève, par rapport à Louis XIV, c'est ça. Donc, c'est un corps expéditionnaire qui se forme de manière clandestine, qui se réunit une nuit et qui, à marche forcée, en prenant des otages, ils prennent des otages pour garantir leur marche, vont reconquérir leur vallée vaudoise, en passant par des cols. Alors, j'ai pas de bêtises, je crois que c'est août 1689. Hein. Mais même en août 1689, quand vous êtes à 2000-2500 mètres d'altitude, ils ont de la neige, des tourmentes, les armées et françaises et de Turin sont contre eux. Bon, ils finissent par réussir. Chose importante à dire, leur premier chef, dont le nom est évidemment chef, je crois que c'est Turel, de mémoire, leur premier chef militaire est un huguenot français. Il y a des régiments, entre guillemets, de huguenots français, de réfugiés huguenots qui sont avec des Vaudois et qui se battent aux côtés des Vaudois. La figure la plus célèbre, qui est à la fois pasteur et chef de guerre, on l'appelle le colonel Henri Arnaud. Arnaud est un Français, il est né à Embrun. C'est un Français. Alors il est des Alpes, mais côté français, voilà. Et ils réussissent. C'est-à-dire que par la force, ils réussissent, il y a des pertes considérables, ils réussissent à prendre pied, notamment ils arrivent au-dessus de Bobbio Pellice, ils se réunissent, un peu comme s'ils se réunissaient au plan de Font-Mort. Ils se réunissent à Cibot. D'ailleurs, si vous allez à Cibot, il y a à peu près le même obélisque qu'au plan de Font-Mort. Et je me demande si les Vaudois qui ont fait leurs obélisques plus tard que, j'allais dire que nous, il ne faut pas dire nous, que les protestants français, je me demande s'ils ne sont pas inspirés. Le premier obélisque huguenot, c'est Font-Mort. Ensuite, il y a la pierre plantée à côté de mon musée de Ferrières dans le Tarn. Et puis, il y a Cibot, là où ils sont passés au protestantisme, Champforan. Voilà, est-ce qu'il y a un lien entre l'obélisque et le calvinisme? Ça, c'est une dissertation grave. Hein. Je vous laisse, si quelqu'un a une idée brillante, même si elle est totalement farfelue, je peux négocier hein, au niveau du livre. Voilà. Ils gagnent finalement. Alors on sait qu'ils ont réussi à gagner parce que finalement, je ne sais plus ce qu'il était, le duc de Turin, a retourné son alliance et donc d'allié de Louis XIV, il est devenu son adversaire. Voilà, sans ça, ils auraient été noyés. Mais Odysseus le dit, c'est le seul exemple. Or, là nous sommes en août 89. Or, en septembre 89, un épisode dérisoire, tragicomique presque. Mais vous savez ce que c'est septembre en Cévennes? Il y a ce qu'on n'appelait pas à l'époque des épisodes cévenols. Et en septembre 89, et c'est dans la continuité. Et ce sont des protestants cévenols que je vais nommer qui espèrent refaire le coup. Ils espèrent que les Britanniques, les Suisses, des princes du monde germanique vont les aider à remettre en place l'île de Nantes, exactement comme ils viennent d'aider victorieusement les Vaudois dans leur glorieuse rentrée. Et ils se réunissent, c'est quand même un lieu historique, hein, je voudrais le signaler, hein, il n'y a pas que le musée du désert. Hein. Ils se réunissent à l'Hospitalet, dans les rochers à Camp d'Hospitalet. Et il y a là il n'y a que des fous de Dieu dans ce groupe. Il y a le fou de Dieu patenté, l'ancien régent Vivant, ou Vivin, je ne sais comment prononcer. Et puis il y a ce passeur du désert, cet avocat, ce grand bourgeois, ce Che Guevara des années 1885. C'est ça, c'est-à-dire le type qui quitte le confort des grandes maisons bourgeoises de Nîmes, puis de Toulouse et Castres, pour prendre le désert, c'est Claude Brousson. Et on a souvent dit que Brousson, c'était l'homme de la paix et Vivant, c'était l'homme de la guerre. Or, Brousson, maintenant c'est connu, Brousson, il espère qu'il va y avoir un soulèvement des Cévenols. Et on est en septembre 89, un mois après la glorieuse rentrée, sauf que vous le savez, ça s'est fini de manière tragique, enfin, même tragicomique. Vous savez comment ça s'est fini? Ils ont marché sur Florac. Oui, sauf que le Tarn était en crue. Et ils ont eu du mal à traverser le Tarn. Mais oui, voilà, le pont était gardé, le pont du Tarn, et ils descendaient par la Draille. Et finalement, c'était pas la fin. C'était loin d'être la fin de Brousson ou de Vivant, mais il y a eu un échec. Et il y aurait un parallèle à faire, ce serait, je vais essayer de faire quelques éléments, un parallèle entre ces Vaudois d'Italie du Nord et les Huguenots. Ils ont, je vais essayer de le faire rapidement et puis citer quelques exemples. Et peut-être, il est quelle heure? Peut-être dans 10 minutes à peu près? Ça va? Ça va, 10 minutes? Oui. Dehors, vous entendez dehors toujours? C'est sûr? Je les entends pas me dire qu'ils entendent. Est-ce que vous entendez dehors? Merci. Très bien. Oui. Quelques exemples, donc quelques parallèles.
Qu'est-ce qu'ont de commun les Vaudois de ces vallées alpines du nord de l'Italie, enfin du nord-ouest de l'Italie, et non pas l'ensemble des protestants français pour le coup, mais pour le coup vraiment les Cévenols? Eh bien, il y a quelques différences, mais il y a quand même des choses qui crèvent les yeux dans les deux cas. Et je trouve que les Cévenols ne s'en sont pas assez rendus compte et que les historiens français protestantistes n'ont pas assez intégré les Vaudois, moi le premier, à leur synthèse. Vous savez, on dit dans le patois, si vous voulez, dans le monde vaudois, on dit les vallées tout court, avec un V majuscule, les vallées. Il y en a plusieurs. Il y a celle de Prali-Rodoré, il y a celle d'Angrogne, et puis celle de la Tour et Torre Pellice aujourd'hui. Et ce système de vallées, ce sont des affluents en dernière analyse du Pô. Mais c'est exactement le même système orographique que les vallées cévenoles. Si vous regardez, si on s'amusait à faire sur un géographe, cartographe, à mettre côte à côte le système des vallées vaudoises, le système des vallées cévenoles, vous savez, nos grandes vallées, c'est fondamental dans l'histoire, la géographie des Cévennes, l'identité vallée longue, vallée bonne, vallée française, etc. Deuxième élément majeur, c'est la châtaigneraie. Les vallées vaudoises sont une châtaigneraie. Il y a même dans son épopée, Muston, je l'ai cité parce que je n'avais jamais vu, il a eu le culot, Muston, il a écrit une épopée, Valdésy, dont le succès n'a pas été ce qu'il aurait pu être. C'est moins connu que l'Iliade, vous voyez, clairement, je ne vais pas vous le faire croire, l'inverse. D'ailleurs, qui avait entendu parler de Valdésy? Alors là, je l'offre net, tout de suite. Là, non. Il est déçu, Muston. Eh bien, dans Valdésy, j'ai compté le nombre de vers. Quelqu'un l'a compté pour moi. Un érudit de Nîmes au XIXe siècle l'a compté pour moi. 12 000 alexandrins. Eh bien, sur ces 12 000 alexandrins, il y en a quand même 50 pour décrire la brazucade. Vous savez, la fatchade. Est-ce que vous aviez déjà vu une afatchade d'un alexandrin? Même Marthe Boissier, de ma vallée là-haut, poétesse cévenole qui fut connue et qui l'est moins aujourd'hui, n'a pas osé. Voilà. Donc c'est une châtaigneraie. C'est le pays, c'est aussi le pays du schiste. C'est les toits en loess comme nous avons nous. Et puis surtout, l'élément fondamental, c'est que c'est par définition un espace de guérilla. Voilà. Et ce qu'ont fait les Vaudois, je dirais à une échelle sans doute plus importante peut-être encore que les Camisards, c'est le pays par excellence de la guérilla, avec exactement les mêmes recettes que la guérilla des Camisards en Cévennes. C'est-à-dire que lorsque les Vaudois restent, je dirais, claquemurés dans leur vallée, dans leurs montagnes. Vous savez bien, c'est la théorie du poisson dans l'eau, la théorie maoïste du poisson dans l'eau. Lorsqu'ils restent dans leur place forte, dont ils connaissent tous les sentiers, les secrets, ils sont inexpugnables, à peu près inexpugnables. Voilà. Mais dès qu'ils prennent le risque d'aller se lancer dans des opérations militaires de plaine ou de piémont, alors parfois c'est brillant, et parfois, c'est des batailles perdues à plate couture, exactement comme Jean Cavalier ou Roland. Voilà. La différence, je vous le signale, c'est un côté, j'ai osé l'écrire, c'est un côté Rahan. Vous vous souvenez de la BD de nos jeunes années, Rahan? Parce que au XVIIe siècle, ils sont un peu plus primitifs peut-être que les Cévenols, les Vaudois, avec tout le respect que j'ai, j'adore les Vaudois. Ils avaient fabriqué des armures en peau de bête mêlée d'écorce de châtaignier. Vous imaginez un peu la scène? Ils se promenaient avec du châtaignier dessus, comme armure. Voilà. Ils avaient aussi, ça je vous le signale, quand ils ont fait quelques sièges de ville, ils avançaient derrière c'est une idée, les Camisards l'ont pas eu, je crois, derrière des tonneaux. Et donc les balles s'arrêtaient dans les tonneaux et étaient cachées derrière les tonneaux. Bon, ça demande une certaine dextérité quand même. Mais voilà. Et puis dernière chose aussi, parce qu'il y a eu quand même des sièges. Alors une des différences géographiques avec les Cévennes, c'est la haute montagne. Voilà, ils sont les maîtres de la haute montagne, et là les troupes régulières ne sont pas à l'aise. Et vous savez, en haute montagne, vous fermez un défilé, et avant d'arriver à attaquer un défilé, ils font rouler des pierres, etc. Et leur principe de rempart, c'était donc, ils faisaient des murs sauvages en mêlant couches de pierre et couches de racines de châtaignier, mais en mettant les racines du côté des assaillants.
Vous voyez, pas le côté plein de l'arbre. Le côté plein de l'arbre était de leur côté. Oui, vous coupez un arbre et les racines étaient vers les assaillants. Et une fois qu'ils avaient réussi à abattre l'ordre d'assaillants, ils les exposaient. Ils exposaient les cadavres pour essayer de faire peur à leurs assaillants. Voilà. Mais c'est quand même, je dirais, une même histoire de guérilla. Avec d'ailleurs, il y a des moments où ils ont tout perdu, notamment après 1655 ou après 1686, avant la glorieuse rentrée. Et il y a quelques témoignages qui ont été conservés. Ça m'a rappelé de manière très forte, je ne sais pas si vous connaissez les mémoires de Bonvounou. Lorsque c'est fini, lorsque les types ne peuvent faire plus qu'une chose, lorsqu'ils essaient de se cacher, lorsqu'ils errent, lorsque les soutiens qui leur sont apportés sont de plus en plus réduits. Il y a le même type d'histoire, et on doit d'ailleurs, j'ai vérifié, apparemment c'est vrai, on doit à l'histoire des Vaudois tout simplement le mot bandit, en italien bandite, qui vient de l'italien banni. Il y avait comme ça des troupes, si vous voulez, des troupes volantes d'irréconciliables vaudois qu'on avait appelés les bannis. C'est devenu les banditis, c'est devenu le mot bandit, et c'était donc des bandits bien sûr pour la foi et pour la religion. Je signale aussi, ça fait quelques rapprochements, je signale que l'un des premiers noms qui a été donné aux Camisards, lorsqu'on ne savait pas comment nommer les Camisards, vous savez, on les appelait les osards, ceux qui osent. Les Camisards, le mot qui a fait fortune, est venu plus tard, hein, avec des étymologies fantaisies. J'ose le dire, l'ouvre-l'œil avait pensé que Camisard, ça venait d'un mot japonais. Non, il y a quand même une actualité du Japon. Il fallait quand même. Le mot japonais kami, qui veut dire l'idole, et art qui veut dire brûler, comme dans Jeanne d'Arc. Donc le Camisard, c'est le brûleur d'idole. Voilà. Peyrah, lui, avait trouvé, et il avait fait de l'hébreu, moi je n'avais pas fait de l'hébreu, que Cévennes viendrait peut-être du mot hébreu giben. Non, c'est ça. Alors là, dans la série, tu judaïses le paysage, le nom même, voilà. Et oui, l'un des premiers noms donnés à ceux qu'on n'appelait pas encore les Camisards, c'était les Barbés. Or, les Barbés, c'est le nom des Vaudois, c'est le nom des guerrieros vaudois, puisque vous le savez, dans l'église vaudoise, les barbes, les barbus, c'est-à-dire les hommes sages, ce sont les prêtres, si vous voulez, les pasteurs itinérants des Vaudois, les barbes. Hein. Et donc les Barbés, c'était le nom hostile, méprisant pour désigner les guerrieros vaudois. Il a été utilisé pour désigner ici, un temps, avant que Camisard s'impose, les guerrieros des Cévennes. Voilà. Je voudrais vous donner quelques exemples. Là aussi, on va jouer. Si vous voulez, on va jouer on va tester votre culture huguenote. Je voudrais prendre, si je le retrouve, il faut que je le retrouve, 2 exemples. Voilà. C'est Muston, donc c'est Muston, je vais en dire un mot en conclusion, l'historien des Vaudois dans l'Israël des Alpes. Et il décrit un culte au désert avec Sainte Seine, célébré par Arnaud au moment de la rentrée. Et voici ce que dit Muston, voici quel est le sermon qu'aurait prêché ce jour-là Arnaud. Vous allez me dire si ce sermon, dont je vais dire une phrase, vous rappelle quelque chose. Alors là, je dis tout de suite, je n'offre rien, parce que c'est facile. Colombe des rochers, qui fuit dans les lieux écartés, fais-moi voir ton regard, dit le cantique, car ta voix est douce et ton œil plein de grâce. Alors, vous avez reconnu Brousson, bien sûr. Hein. Oui, c'était facile, je le reconnais. Quelque chose d'un peu plus difficile. Alors, est-ce que c'est un emprunt des Vaudois à Brousson, qui avait publié La manne mystique du désert? Est-ce que c'est un emprunt de Muston, l'historien à Brousson? Je ne sais pas. Autre exemple. Alors là, pour le coup, on sait que c'est Muston. Et je vais vous dire d'ailleurs, aux yeux de Muston, quelle est la différence majeure entre les Vaudois et les Huguenots. Et ça ne va pas vous faire plaisir. On ne peut pas toujours être sympathique. Hein. Mais que ça ne vous empêche pas d'acheter le livre, hein, quand même. Oui. Voilà. Il décrit un persécuteur, le marquis de je ne sais plus quoi, le marquis de Pianès, un nom comme ça, un persécuteur des Vaudois, mais il trébuche, son cheval s'effondre, il est serré de près, les Vaudois se précipitent sur lui et le mettent à mort. Il est seul. Et voici ce qu'ils disent. Et là, on va voir si votre culture huguenote est digne de l'être. Vous êtes prêtes? Oui. Je m'adresse aux femmes parce qu'elles sont plus cultivées que les hommes. Voilà ce que lui disent ceux qui tuent le marquis. Ah, race de vipères! Tiens, voilà pour mon fils. Tiens, voilà pour mon père. Voilà pour tous les miens égorgés par les tiens. Ça vous rappelle quoi, ça? Ah, ouais, trop facile.
Gédéon, non, Esprit Séguier. Est-ce que Gédéon était au Pont de Montvert? Je ne sais plus. C'est comme Jean Cavalier, il a dit qu'il y était, je ne sais plus s'il y était. Henri Mouisset a la liste, je ne sais pas où il est Henri, il a la liste complète de ceux qui étaient le 24 juillet. Voilà. Et alors, à ce moment-là, Muston dit, bon, j'avoue, le marquis est mort autrement, c'est un emprunt que je fais à l'histoire de la mise à mort de l'abbé du Sheila au Pont de Montvert. Mais ce que dit Muston à 2 reprises dans les notes, il dit, voilà ce que vous en pensez. Et je sais que ça peut être douloureux comme parallèle. Il dit la différence entre les Vaudois, j'ai même une phrase quelque part, et les protestants du Midi, c'est que, voilà, il n'y a pas eu de prophétisme chez les Vaudois. Voilà, je cite, même dans les temps les plus orageux, on observe chez les Vaudois aucun des signes de cette exaltation qui a produit les visionnaires, les extatiques, les prophétisants. Il oppose la sérénité du calvinisme vaudois à l'exaltation prophétique des Camisards. C'est la seule petite différence qu'il note entre donc ces 2 minorités de guerrilleros. Voilà, j'en ai presque terminé. Vous dire quand même un mot de Muston. J'ai dit un mot du premier petit livre, je vais dire un mot du gros livre qui vient de sortir. Je signale que, pardon de le dire, je dis pas ça pour moi gagner de l'argent, hein, c'est dérisoire ce que je gagne. Je crois que sur le Muston, je ne gagnerai rien. Et sur celui-ci, je vous le dis, hein, je gagne 50 centimes. Vous voyez, donc c'est dérisoire. En revanche, derrière les livres, je le dis parce que vous n'êtes peut-être pas assez conscient, derrière les livres, il y a une véritable économie. Il y a des éditeurs qui mettent de l'argent dedans, il y a des libraires qui mettent de l'argent dedans, il y a des diffuseurs qui mettent de l'argent, il faut faire tourner les gens, etc. Les stocks, ça prend de la place, il faut payer des loyers, bref. Donc acheter des livres, c'est quand même franchement, c'est pas pour l'auteur. L'auteur est sans doute le plus mal payé, il s'en fiche. La paye de l'auteur, c'est le plaisir d'en parler, d'être lu éventuellement. Qu'est-ce qui est le plus important, d'être acheté ou d'être lu? Qu'est-ce que vous en pensez? Les deux peut-être, mais voilà, pensez donc à... Comment? Il y a aussi les bibliothèques, mais on peut voler aussi, mais pas ici, pas chez les protestants. Voilà, je signale donc que les 2 maisons d'édition valeureuses, c'est Ampelos pour le Muston et c'est Alcide, Yann Crevelier, de Nîmes pour les pommiers juifs. Voilà. Je voudrais vous dire un mot d'Alexis Muston. Je crois que vous ne le connaissez pas, et c'est sans doute très normal. C'est la même génération que Napoléon Peyrat. Vous connaissez quand même Napoléon Peyrat. C'est un proche de Michelet. Ce que les gens savent en général, c'est que c'est Muston, c'est assez curieux d'ailleurs, c'est Muston qui a baptisé, figurez-vous, c'est très connu, hein, des gens qui s'intéressent à ça, c'est Muston qui, à la demande de la grand-mère, a baptisé le petit-fils, le premier petit-fils de la grand-mère, appelé Georges Sand. C'est quand même pas mal, quoi. Hein, voilà. Et puis, sachez aussi que Muston était... à tu et à toi, si on peut dire, dans les années 30, au tout début, avec Lamartine, avec Victor Hugo, avec Quinet, avec Michelet. Il avait un carnet d'adresses tout à fait étonnant. Et sachez aussi, alors ça c'est plus tard, Muston est devenu un intime, ça m'a intrigué, un intime de Frédéric Mistral. Et Mistral lui a dit, c'est étonnant pour un Philibre blanc, catho de Provence, il lui a dit, nous sommes frères. Et qu'est-ce qu'il a dit, Mistral? C'est très naïf, je le cite. Il a dit, bon, maintenant il n'y a plus de mérite à être protestant, on souffre plus assez, mais dans le temps j'aurais été protestant. C'est extraordinaire de sortir ça, quoi. C'est Mistral qui le dit à Muston, il se promène avec Roumanille, avec Aubanel, ils vont réciter des vers au bord du Rhône, voilà. C'est un type qui a connu tout ce que la France intellectuelle comptait de gens importants. Il a été aussi l'ami d'un... Il ne savait pas que le type allait devenir célébrissime, l'ami du plus grand dramaturge allemand du XIXe siècle, Georges Büchner. Pardon pour la prononciation. Le type qui a écrit La mort de Danton, qui est un must dans la littérature allemande. C'est un ami intime du temps de leurs études à Strasbourg, de Muston. Et je voudrais vous dire aussi que cet Alexis Muston, oui, j'ai oublié de vous le dire, il est fils de pasteur, ce qui est banal. Il est né à Bobbio-Pellice. En 1834, il publie ses thèses de théologie soutenues à Strasbourg, à la gloire des Vaudois. Ça déplaît à l'Église catholique de Turin et au duc de Turin. Et on lui envoie en pleine nuit, c'est le 6
6 janvier 1835, on lui envoie des carabinieri pour l'arrêter et il fuit avec un contrebandier dans les Alpes totalement, plus qu'enneigées, glacées. Il y a une scène d'anthologie, on se croirait dans la découverte du pôle Nord. Et comme dit Michelet, avec ce génie du raccourci, Michelet dit, il fuit, arrivé au sommet des Alpes, il tomba dans les bras de la France de Juillet. La France de la monarchie de Juillet. Bon, effectivement, il a glissé sur une rampe, il le dit, le contrebandier qui le guidait l'a arrêté en se jetant dessus avec le manteau, mais il n'est pas tombé directement dans la monarchie de Juillet, mais voilà. Mais c'est Michelet. Et il a eu, je dirais, 2 ans, non, un an romantique. Alors, je voudrais vous le dire, est-ce que vous aimez les histoires d'amour? Est-ce que vous aimez Jane Austen? Est-ce que vous aimez les sœurs Brontë? Est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez les souffrances du jeune Werther? Écoutez bien, je pèse mes mots. Hein. Il a vécu en France, il fréquentait les meilleures sociétés bourgeoises, protestantes ou pas, de Grenoble, de Nîmes et d'Uzès. Voilà. Et partout, il séduisait ce qu'il appelle les jeunes personnes, il leur faisait des vers sur leurs albums, c'est un monde qui a disparu. Et il a eu une histoire d'amour avec une jeune fille de 17 ans, il avait 24 ans lui. Une histoire d'amour merveilleuse, sauf que, moi ça m'a bouleversé, mais c'est beau. À un moment, ils sont dans la société bourgeoise aristocratique de Grenoble, et à un moment arrive une fillette de 8 ans, et qui dit à cette jeune femme de 17 ans, « Maman ». Alors là, il est un peu stupéfait, il comprend en fait qu'elle vient de se marier avec un veuf, voilà, et donc cette société ferme les yeux sur une histoire d'amour magnifique entre cette gamine de 17 ans qui est mariée, le mari est dans les affaires au loin, et lui qui est un poète romantique, qui a la réputation du poète, de l'exilé, du théologien, du républicain, de celui qui veut l'unité italienne, vous voyez, là, c'est Lord Byron, vous voyez, c'est ce monde-là, quoi, voilà. Et puis son copain qui arrive des vallées vaudoises pour être médecin dans la Drôme lui dit qu'il est en train de perdre de réputation la jeune femme, il s'en va, le cœur brisé. 3 mois après, il apprend qu'elle est morte de maladie. J'ai cherché sa tombe est à Embrun, je crois. Il paraît qu'elle était d'une beauté resplendissante, voilà. Et il va vivre 1 an comme ça, Muston. On le sait parce qu'il a écrit son journal. Son journal dont j'ai publié effectivement un premier volume de 700 pages. C'est un journal qui fait, je ne sais plus, qui doit faire 3000 pages, vous voyez. Et ensuite, je ne sais pas, il va trop vite. Et je crois qu'il commet une erreur qu'il va payer toute sa vie. J'ai nommé le chapitre qui concerne ça, Monsieur Bovary. C'est-à-dire qu'il avait été, il avait été Goethe, vous voyez, Werther, Byron, et il devient Monsieur Bovary, c'est-à-dire qu'il va passer toute une vie à vivre comme pasteur, médecin gratuit, à Bourdeaux, dans la Drôme, marié d'une femme qu'il a eu du mal à aimer d'ailleurs, alors que c'est un grand amoureux romantique, et il a trouvé donc une évasion dans la rédaction de son roman, de son journal. Il s'est essayé au roman, ça n'a pas marché, et surtout dans cette histoire en 2000 pages, donc des Vaudois. Et je voudrais dire, donc, je vais en finir là-dessus, sur Muston, 50 ans de pastorat à Bourdeaux, dans la Drôme. Il a construit, sachez-le, 6 temples. Bézodin, enfin je ne sais pas si vous connaissez la Drôme, moi je vais la découvrir dans quelques jours d'ailleurs. Voilà, c'est un constructeur, il a des pages tout à fait extraordinaires, mais que je ne peux pas lire parce que je ne voudrais pas blesser une partie de la salle, sur l'arrivée des méthodistes. Ah, l'arrivée des méthodistes, extraordinaire. C'est un type ouvert, Muston. Au départ, il est libéral, vous connaissez ce truc-là, ces vieillots, il est libéral, puis il est orthodoxe. Mais il reste chez les libéraux parce qu'il dit, chez les libéraux, on ne me donne pas de confession de foi. Non, il préfère être... C'est comme les fumeurs qui prenaient les wagons non-fumeurs, vous savez, dans les trains à l'époque. Il préfère être libéraux chez les orthodoxes chez les orthodoxes. Et les méthodistes, il les aime. Il aime les grands pasteurs méthodistes, Jersey, Lièvre, etc. Et puis, par moments, il est d'une ironie féroce sur ce que sont les méthodistes. Bon, voilà, il y a de tout. Je voudrais vous dire, si vous voulez savoir quel est quel est le niveau de Muston. Je vais vous dire que Muston, alors je ne sais pas si ça va être éclairant,
Si c'est pas éclairant, vous me dites. Je dirais que c'est un peu le Topfer français. Est-ce que ça va, ça? Topfer, ok. Ah, je vois qu'on n'est pas en Suisse. Il y a toujours des Suisses au musée du désert. Où sont les Suisses? Oui, confinés. Il n'y a pas de Suisse dans la salle. Topfer, vous savez, c'est ce pédagogue suisse des années 1830-50 dont on dit qu'il aurait inventé la bande dessinée. Ah non, vous trouverez, voilà. Et Muston est un dessinateur de premier plan. D'ailleurs, vous l'avez là, la couverture, ce sont des... Vous voyez, c'est lui, ça c'est un autoportrait plein d'ironie, voilà. Et puis si je vous dis, alors là aussi, c'est encore une référence suisse, mais c'est un peu normal. Si je vous dis que Muston est l'Amiel français. L'Amiel français, Amiel. Amiel, cet homme qui a passé 40 ans à n'écrire qu'un livre, son journal. Vous savez que chaque fois qu'on lui proposait une prétendante, il faisait une colonne. Les plus, les moins. Bon, il s'est jamais marié, Amiel, voilà. Et vous devez savoir que... oui, pardon, j'en termine. Vous devez savoir que Alexis Muston, et ça rend, je vais dire des choses sérieuses et presque graves, et peut-être un peu idéologiques. Il me semble... j'ai prévenu, là. Vous êtes prévenus? Peut-être que je ne devrais pas le dire devant d'autres auditoires, mais je crois que la culture française, tout court, historique, littéraire, n'a pas terminé son inventaire général de ses richesses. Et qu'il y a des pièces, si vous voulez, des couloirs, des affluents, qui sont, là on est dans la littérature, qui sont typiquement français, mais qu'elle a pas vraiment découvert ou pesé à son vrai poids, y compris parce que pendant des siècles, la minorité protestante et sa culture ont été sous-évaluées, mal aimées, tout ce que vous voudrez, voilà. Et il me semble que depuis maintenant des dizaines d'années, Marianne le sait, elle est 16e. Depuis maintenant un siècle, on a redécouvert, je ne sais pas, Agrippa d'Aubigné et puis Sallust du Bartas. Vous savez, il y a encore 20 ans, vous parliez de Jean de Sponde dans un auditoire étudiant universitaire, vous parliez de Sallust du Bartas. Il y a plein de gens comme ça, La Roche-Chandieu, les octonnaires, qui sont Drelincourt, les sonnets de Drelincourt, qui sont en train d'être Pierre Bayle ou Belle, comme vous l'appelez comme vous voulez. Vous savez, Pierre Bayle. Alors, on va dire Belle, par hommage pour Hubert. Bayle, comme Bayle. Pierre Bayle, Peire Bayle. On va pas dire Pierre Bayle, Peire Bayle. Si Hubert était là, Hubert Boss, il dirait Patrick, arrête. Eh bien, Pierre Bayle, avant Élisabeth Labrousse et Hubert Boss, c'est-à-dire il y a 60 ans pour Elisabeth Labrousse. Et c'était vraiment, je dirais, éventuellement une note de bas de page dans un manuel pour agrégation de philosophie. Le grand public français ne savait pas. Et aujourd'hui, vous voyez, Pierre Bayle est venu pleinement, je crois, dans le pot commun de la culture littéraire française. Et je crois que Muston est sans doute, je pèse mes mots, je plaide pas pour ce livre, croyez-moi, mais je crois que Muston fait partie de ces derniers géants de langue française, un des grands diaristes, comme on dit à l'université, un des épistoliers aussi, il a une très grosse correspondance, qui est pas loin d'ailleurs d'ici, mais je dis pas où, correspondance que j'ai lue pour ce livre d'ailleurs, un grand diariste, un grand historien, un grand poète, totalement ignoré parce que il appartient à cet affluent de la grande littérature française qu'on n'a pas encore fait l'effort suffisamment de prendre en compte. Voilà. Et ça me permet de finir sur ça. J'avais oublié de vous dire que jusqu'à il y a peu, et c'est tout à fait étonnant, la langue des Vaudois d'Italie du Nord était évidemment le français. Voilà. Et que Muston, par exemple, reconnaît qu'il n'a jamais su parler italien, et que vous aviez dans les années 1880, c'est un peu comme ici, enfin c'est plus grave qu'ici, c'est plus compliqué, vous aviez une population qui était dans une forme de trilinguisme mal équilibré entre le français, langue historique et langue de la religion, l'italien, langue évidemment de l'État qui était en train de se construire, et puis ce qu'il appelle, qu'il ne faudrait pas appeler comme ça, s'il y a des militants dans la salle, pardon, ce qu'il appelle le patois des vallées, qui est une forme d'occitan d'ailleurs. Voilà, sur ce, merci pour votre attention.